vérité au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, la rencontre ce matin entre le médiateur de la République et les différents points focaux. Madame Awanana Daboya a tenu à échanger avec les acteurs de l'État afin de leur expliquer en quoi consiste sa mission et les mettre à contribution pour sa réussite. Également dans ce journal, la session de formation du personnel médical et paramédical de la force en attente de la CEDEAO. La rencontre se tient sur la prise en charge du psychotraumatisme dans un contexte de conflit armé. On va y revenir dans un instant pour l'ouverture des travaux. Et puis, la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le 3 juin prochain. Le Togo sera face à l'Eswatini au stade de Kégué, entièrement rénové et homologué par la CAF. Voilà pour les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi sous la présidence du chef de l'État fort Esozimna Gnassingbé. Le Conseil a examiné 4 avant-projets de loi, adopté 2 projets de décret et écouté une communication. Le communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres est présenté par le professeur Akoda Ayewadan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 30 mai 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 4 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté une communication. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi portant modification de la loi numéro 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques. L'évolution rapide des technologies et la mise en œuvre de la stratégie digitale du gouvernement requièrent une adaptation permanente des textes existants afin de les mettre à niveau et de les aligner sur les projets de transformation numérique. C'est l'objet du présent avant-projet de loi de modification dont l'adoption permettra notamment de renforcer les règles relatives à la copie électronique et à la conservation de la signature électronique qualifiée, réglementer le cachet électronique et le coffre-fort numérique et ainsi faciliter les relations entre les citoyens et les administrations. Le Conseil a ensuite examiné et adopté l'avant-projet de loi portant nouveau code de procédure pénale. S'inscrivant dans la dynamique du vaste programme de modernisation de la justice, l'élaboration du nouveau code de procédure pénale est l'une des réponses aux nombreux défis du monde judiciaire et concourt à l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire conformément aux objectifs de l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025. Ce nouveau code permettra notamment de renforcer les droits des victimes, les droits de la défense, d'organiser des alternatives aux poursuites à la détention provisoire et établir les voies de recours en matière criminelle. Le Conseil a ensuite examiné et adopté l'avant-projet de loi portant modification de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi numéro 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi numéro 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi numéro 2021-020 du 11 octobre 2021. Tirant les leçons
des 3 ans de mise en œuvre des différents textes relatifs à la décentralisation et aux libertés locales, le présent avant-projet de loi est élaboré pour apporter des clarifications sur les dispositions relatives au rôle de coordination dévolu aux conseils régionaux, à l'interprétation de certaines compétences par les collectivités territoriales, à la destitution du maire et de ses adjoints. Le Conseil a enfin examiné et adopté l'avant-projet de loi modifiant la loi numéro 2019-018 portant attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. L'objet du présent avant-projet de loi est de clarifier et détailler les attributions des différentes collectivités territoriales qui cohabitent sur le territoire du district autonome afin de faciliter l'opérationnalisation intégrale du district autonome. Son adoption permettra de régler la question de la coordination d'activités exécutées dans le cadre de compétences exercées par les 13 communes en vue de s'assurer de la même qualité des tâches, en particulier celles relatives à la salubrité dans l'ensemble de la capitale. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant définition du ressort territorial et la répartition du nombre de conseillers par région et par circonscription électorale. Le présent projet précise pour chaque région le ressort territorial, le nombre de conseillers et la répartition de ce nombre de conseillers entre les préfectures relevant du ressort territorial. Il faut rappeler que le nombre de conseillers est fixé par région et défini selon un critère démographique. En outre, il est proposé une harmonisation du nombre de conseillers pour les chefs-lieux de région. Ainsi, chaque chef-lieu de région dispose de 7 conseillers régionaux. Le Conseil a ensuite examiné et adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction nationale du contrôle de la commande publique DNCCP. Ce décret, qui s'inscrit dans le cadre des réformes récentes du cadre de la commande publique, vise à adapter la DNCCP à ses nouvelles missions de contrôle des procédures concernant les marchés publics et les contrats de partenariat public-privé. Cette réforme permettra à la DNCCP de renforcer l'efficacité et la célérité des procédures de traitement des dossiers. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication sur l'état d'avancement des préparatifs de la campagne nationale de reboisement 2022 présentée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Cette communication a pour objectif de faire le bilan de la campagne nationale de reboisement 2021 ainsi que l'état d'avancement des préparatifs de celle de 2022. La campagne nationale de reboisement 2021 a permis la mise en terre de 3 303 000 plants sur une superficie de 4 500 hectares grâce à la mobilisation de tous les acteurs. Afin de faire encore mieux en 2022, et compte tenu de l'étendue du défi à relever, il est prévu pour ce 1er juin 2022, jour du démarrage de la campagne nationale de reboisement, la mise en terre d'1 million de plants. Les opérations se poursuivront sur toute l'étendue du territoire national pour atteindre un total de 21 384 000 plants pour la campagne entière. Le gouvernement invite l'ensemble de la population à se mobiliser massivement pour permettre à notre pays d'améliorer son couvert forestier, priorité nationale
en réponse à la dégradation continue des ressources forestières et à la lutte contre les changements climatiques. Fait à Lomé, le 30 mai 2022, le Conseil des ministres. Décret portant nomination du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la République, sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, vu la Constitution du 14 octobre 1992, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er, M. Yabré Dago est nommé président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures. Article 3. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. Une conférence de presse a été animée en marge du Conseil des ministres. L'un des sujets abordés, la journée nationale de l'arbre qui sera célébrée le 1er juin. Nous vous proposons un extrait de cette conférence de presse. Le concept de journée de l'arbre date de 1977. Aujourd'hui, les dividendes de cette belle idée sont visibles, notamment sur le boulevard Gnassingbé et Adema. Donc, nous sommes en présence d'une initiative qui brillante à l'époque, le reste aujourd'hui. Au fil des années, l'on a noté de façon très factuelle que la journée s'arrêtait au 1er juin et l'efficacité recherchée n'était plus atteinte. Donc à partir de là, et dans sa stratégie, le gouvernement a décidé de changer d'approche et de faire en sorte que désormais, le 1er juin devienne la journée de lancement d'une campagne de reboisement qui devrait s'étaler sur la durée de l'année. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que notre couvert forestier, depuis quelques années, a perdu de sa superbe. Nous avons, pour des raisons diverses, vu le couvert forestier se dégrader au fur et à mesure. Donc il fallait changer d'approche pour reconstituer dans un délai relativement court ce couvert forestier et le maintenir sur la durée. Et l'intégralité de cette conférence de presse est à suivre en fin de journal. Le médiateur de la République met à contribution les acteurs de l'État pour la réussite de sa mission. C'est dans cette optique qu'elle a rencontré ce matin les différents points focaux. Madame Awanana Daboya leur a expliqué en quoi consiste exactement sa mission et le rôle qu'ils doivent jouer pour atteindre ensemble les résultats escomptés. Antoinette Oumao, Vovora. Pour la réussite de sa mission, le médiateur de la République a besoin de l'implication des administrations publiques. Les préfectures et mairies sont des points focaux qui vont jouer le rôle de relais entre l'institution et leurs différents départements. Objectif, contribuer à résoudre les difficultés rencontrées par le médiateur de la République lors des réclamations des citoyens contre l'État et ses démembrements. Leur rôle, c'est donc d'être là et lorsque les réclamations concernent leurs institutions, qu'ils puissent valablement acter en appuyant. Il ne faut pas que le courrier du médiateur vienne dormir sur la table du responsable et après, itératif défaut, parce que nous les relançons, relance sur relance, ça n'aboutit pas. Ce qui fait les administrés qui sont les réclamants souffrent d'une lenteur administrative. Le médiateur n'est qu'un simple conseiller de l'administration. Et pour que l'administration écoute ce conseil, il nous faut un interlocuteur
Cette rencontre entre le médiateur de la République et les points focaux permettra d'améliorer les relations fonctionnelles entre les deux entités et le renforcement de la bonne gouvernance administrative. Le personnel médical et paramédical de la force en attente de la CEDEAO est en session de formation à Lomé. La rencontre porte sur la prise en charge du psychotraumatisme et des urgences psychiatriques dans une situation de conflit armé. Ces assises, qui vont durer 2 semaines, s'inscrivent dans le contexte du projet Architecture des opérations de paix et de sécurité de la communauté ouest-africaine. Chazina Maga nous en dit plus. De la CEDEAO. Cette session de formation du personnel médical et paramédical des forces armées et de sécurité des pays membres de la CEDEAO fait suite à un constat. Au sein de beaucoup d'armées de la sous-région, il y a très peu de psychiatres. Et donc c'est important de renforcer les capacités des infirmiers militaires, les capacités des médecins généralistes militaires, à pouvoir prendre en charge, ne serait-ce que dans l'urgence, les affections psychiatriques et à référer dès que possible au niveau des structures de prise en charge psychiatrique. En effet, sur le théâtre des conflits armés ou des opérations de maintien de la paix, les forces de défense et de sécurité sont régulièrement exposées à des situations extrêmes de stress psychologique qui créent des maladies mentales chez certains. Le trouble du stress post-traumatique est souvent invisible. C'est un handicap caché, mais c'est un véritable phénomène de santé publique. En effet, 5 à 10% des personnes ayant vécu à un moment ou à un autre un événement psychotraumatique présenteront dans le décours un trouble de stress post-traumatique. Les symptômes peuvent parfois durer plus de 10 ans et les spécialistes reconnaissent que 8% n'entreront jamais en rémission. Il importe donc de prendre rapidement en charge ces cas. Voilà pourquoi la trentaine de participants venus des pays de la CEDEAO vont apprendre pendant 2 semaines à reconnaître le psychotraumatisme à travers 2 modules. Les aspects du psychotraumatisme et leur prise en charge ainsi que les urgences psychiatriques. Une fois aguerris, ils vont consolider la composante santé de la force en attente de la CEDEAO qui ambitionne de constituer une masse critique de médecins et d'infirmiers compétents et prêts à être déployés dans diverses missions. La formation et le renforcement des capacités sont devenus une pièce maîtresse de la politique de la CEDEAO. Par conséquent, pour élever les normes professionnelles des composants de la force en attente de la CEDEAO, il est fermement convaincu que la prise en charge du psychotraumatisme et des urgences psychiatriques par le personnel de soutien médical de la force en attente de la CEDEAO contribuera de manière non négligeable à atteindre cet objectif. Ce renforcement de capacité s'inscrit dans le contexte du projet Architecture des opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO, financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et de l'Union européenne, mise en œuvre par la GIZ. L'Allemagne et l'Union européenne saluent la commission de la CEDEAO, les salles et tous et toutes les partenaires pour leur engagement au travers de cette formation, à faire de la santé mentale une composante essentielle des capacités pour la gestion de conflits dans l'espace ouest-africain. Cette formation est assurée par l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles. Cette école nationale à vocation régionale se positionne depuis 5 ans comme un centre d'excellence en matière de formation visant à renforcer les compétences des personnels de la chaîne santé pour le soutien des forces de défense et de sécurité sur les théâtres de conflits armés et des opérations de maintien de la paix. Registre santé toujours et l'opération Zéro Cataracte qui se poursuit au Togo. Consultation et prise en charge gratuite. La campagne est à l'étape de la région centrale. Désiré Aloy. Les consultations et la prise en charge sont gratuites. Une volonté manifeste du chef de l'État, président du parti Union pour la République, pour soutenir les populations à la base. Cette campagne Zéro Cataracte, c'est une entreprise salutaire. Vous voyez l'affluence. L'aspect le plus fondamental de la chose, c'est la gratuité. Donc le chef de l'État a bien vu
il est beaucoup plus proche de sa population. Il connaît les problèmes, les priorités sanitaires de la population. Nous ne pouvons que le remercier et l'encourager dans ce projet. Par dizaines, les patients qui sont dans le cas se sont convergés vers les centres agréés pour bénéficier de cette opération zéro cataracte. Merci beaucoup pour l'initiative du chef de l'État. Il a pensé à tout le monde. J'avais vraiment les mots Dieu que je n'arrivais pas à traiter. Mais vraiment, il a pensé à une campagne de tous et sans frais. Depuis la faute de moyens, on n'a pas pu se soigner, mais nous, vu l'opération là, nous remercions vraiment le chef de l'État de nous avoir fait profiter de cette occasion. Merci et longue vie au chef de l'État. Belle initiative prise par le chef de l'État selon les patients. Le projet Zéro Cataracte sera exécuté sur toute l'étendue du territoire national. Elle a démarré par la région des Savanes et est aujourd'hui à l'étape de la région centrale. 10 000 patients seront opérés de cette pathologie et 20 000 verres médicaux seront offerts aux nécessiteux. En ce qui concerne le Covid-19, à ce jour, lundi 30 mai 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 089, 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 777, 9 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 39 et le nombre de décès est de 273. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Partons maintenant à Kouméa, dans la préfecture de la Koza, où la forêt sacrée de Tidio est en passe d'être restaurée. À cet effet, l'ONG AGEDI a lancé un projet pour améliorer son couvert végétal à travers des opérations systématiques de reboisement. Nestor Mouzou. Le cœur de la forêt de Tidio à Carré, dans le canton de Kouméa, préfecture de la Koza. Un lieu sacré, aujourd'hui dénudé. Vu la situation alarmante, l'ONG Action des Jeunes pour le Développement Intégral AGEDI a estimé qu'il faut vite agir pour sauver la forêt. Elle a donc entrepris sa restauration. Opération commencée l'année dernière. Ici, nous sommes dans le lieu sacré de Tidio où Tchotcho descend avant que les évalas commencent. Bon, c'est cette forêt sacrée que nous voulons restaurer sur une superficie de 12 hectares au total. Nous avons déjà entamé le travail l'année passée. Le taux de succès est autour de 45%. Donc rien ne s'est passé, mais il faut dire tout simplement qu'on a appris une grande leçon où certaines espèces ne sont pas adaptées au lieu sacré. AGEDI mène l'opération de regarnissement de la forêt sacrée de Tidio avec la participation de la direction préfectorale de l'environnement. L'année passée, le site a fait l'objet de reboisement de 3,20 hectares ici. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés pour voir l'état des lieux, le taux de réussite. Quelques essences qui n'ont pas pu réussir par rapport à la saison sèche, nous sommes là pour regagner et pour pouvoir augmenter le taux de couverture, le taux de réussite. Avec les différentes sensibilisations tenues par l'ONG AGEDI, la population de Carré et les autorités du canton de Kouméa ont compris qu'il ne faut pas rester bras croisés et se sont engagés dans les travaux de restauration de la forêt sacrée de Tidio. Les arbres apportent la pluie. Grâce à cette pluie, nous les paysans, nous pouvons produire. Sans pluie, donc, il ne peut pas avoir de culture. Les arbres nous donnent du bois de chauffe, de l'ombre, etc. Nous devons donc en planter. C'est un acte citoyen. La forêt, là, telle qu'elle se présente, n'était pas comme ça. Vous voyez qu'il y a les feux de brousse qui passaient. Mais les administrés coupaient en désordre. Mais depuis qu'on a commencé à faire le reboisement, donc les gens ont pris conscience de l'utilité de l'arbre. Ce sont des initiatives comme celle qui est mise en œuvre à Tidio qui doivent être prises pour faire du Togo un pays vert d'ici à 2030, comme l'ambitionne le gouvernement. L'actualité de ce lundi nous amène aussi au Mali où plusieurs associations politiques
membres du M5 réclament la démission de Choguel Maïga. Dans le sillage des déclarations de l'imam Maroumoud Diko, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer sa démission. Depuis plusieurs jours, la contestation monte contre le Premier ministre malien. Le M5 en pleine guerre à couteau tiré. Depuis quelques jours, le Premier ministre Choguel Maïga est sous le feu des critiques. Avec Choguel, ça sera le désespoir total. Ce sera la fin du Mali sur la carte. Raison pour laquelle nous invitons Choguel de réfléchir. Si vraiment il est patriote, il a l'amour de ce pays, il n'a qu'à démissionner. Il a détruit le M5. Le M5 ne méritait pas ça de sa part. Le M5 lui a tout donné. Du retour, il devait tout faire pour tout donner au M5, mais on a vu le contraire. La scission semble donc actée au sein même du M5. Ces déclarations interviennent après la sortie polémique de l'imam Diko. Jeudi dernier, le leader de la contestation contre l'ancien pouvoir, d'Ibeka, a dénoncé ce qu'il nomme l'arrogance de la junte. Selon lui, elle prendrait en otage le peuple malien dans son bras de fer avec la communauté internationale. Face aux critiques, les proches de Choguel Maïga lui réaffirment leur soutien. Il n'y a aucun problème au niveau du M5. Dans tous les regroupements, il y a des gens qui sont mécontents. Il y a des gens qui sont venus avec d'autres agendas, il faut le dire. Il y a des gens qui ne sont même pas d'accord avec les réformes que nous faisons parce qu'ils sont auteurs de tout ce qui s'est passé au Mali. Pour l'heure, aucune déclaration de Choguel Maïga. L'exécutif est au travail. Des tractations sont en cours avec la CEDEAO avant un sommet prévu samedi prochain. En bref, une centaine de personnes ont été tuées dans des heurts entre orpailleurs dans une région reculée et désertique du nord du Tchad, une zone de non-droit frontalière avec la Libye. Revenons au Togo avec cette arrestation par la brigade de recherche et d'investigation de Kara de présumés cambrioleurs. À leur actif, plusieurs chefs d'accusation. Les faits sont exposés ici par le commandant de cette unité, le commissaire Raphaël Kangbeni. Propos recueillis par Nestor Moussou. Le 22 mai 2022, la brigade de recherche et investigation de Kara a démantelé un réseau de cambrioleurs dans la ville de Kara avec plusieurs objets volés et 4 motos saisies d'origine douteuse. Il s'agit d'un nommé Sato Leleng, âgé de 25 ans, élève en classe de terminale, Planté et Soroda, âgé de 21 ans, apprenti menuisier, Mounake Maliki, âgé de 18 ans, élève en classe de 3e, Misa Fidel, âgé de 17 ans, élève en classe de 3e, Misa Toi, âgé de 20 ans, mécanicien à 2 roues, et Medede N. âgé de 18 ans, apprenti chauffeur, tous de nationalité togolaise et demeurant à Kara. En effet, suite à plusieurs plaintes de casse de magasins et de vols dans la ville de Kara, et ses environs enregistrés en notre unité, la BRI Kara a mis en place une opération de filature de certains individus suspects qui a permis de les surprendre en flagrant délit de casse de boutique d'alimentation générale dans le quartier Canadais dans la nuit tardive sous une pluie battante. Il s'agit d'un nommé Planté et Sordoa Mounake Maliki, interpellés et interrogés dans nos locaux. Ils nous font savoir qu'ils font partie d'un grand réseau de cambrioleurs dont leur chef est le nommé Sato Leleng. Ce dernier interpellé reconnaît les faits. Suite à leurs aveux, 3 autres membres de leur réseau ont été interpellés le même jour. Certains des objets volés dans les magasins cambriolés sont revendus dans le marché de Kassoua en République du Bénin et les autres sont entreposés dans la chambre chez le nommé Sato Leleng, leur chef de gang. La perquisition chez ce dernier nous a permis de retrouver les objets volés et un complet de treillis dont il se sert pour ses sales besognes. Leur mode opératoire consiste d'abord à se promener dans la ville de Kara et identifier des boutiques où il y a des marchandises très importantes. Une fois les magasins identifiés, ils reviennent par la suite dans la nuit tardive, casser et emporter les marchandises.
Généralement, c'est quand il pleut qu'ils opèrent. L'enquête se poursuit en vue de démanteler les autres membres du réseau. Quant aux nommés Santo Leleng, Plenté et Sordoa, Mounake Maliki, Misa Fidel, Misa Toi, Médédé N. Présumés auteurs de casseurs de magasins dans la ville de Kara, ils seront présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes. La police saisit l'occasion pour remercier la population pour sa franche collaboration. Sport football, la CAN 2023 pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Togo va jouer contre l'Eswatini le 3 juin prochain. Le stade de Kégué a été rénové et homologué par la CAF pour la circonstance. Sergine Raimondo. Madi Petou. Parler football au Togo, c'est d'abord parler de ce joyau architectural Un petit souci technique, donc je parlais justement de la CAN 2023 pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Togo va jouer contre l'Eswatini le 3 juin prochain. Le stade de Kégué a été homologué et rénové par la CAF pour la circonstance. Et nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Religion et cette sortie qui marque la journée mondiale de l'évangélisation célébrée chaque dernier samedi du mois de mai. 30 évangélistes ont été formés à cet effet par l'association chrétienne pour la gestion des églises. Comme l'a Sosovi Marie-Thérèse Nabédé, reportage présenté par Yata Aratem. Carrefour Atikoumé, des nouveaux évangélistes formés par l'Association chrétienne pour la gestion des églises ACGE sont à l'œuvre. Munis de pancartes sur lesquelles on peut lire des passages bibliques, ils prêchent l'évangile. Une méthode d'évangélisation silencieuse, assez particulière. Le but, ramener les âmes perdues vers Jésus le Sauveur. L'ordre suprême que Christ a donné avant de partir, c'est de sortir. Tout chrétien doit sortir, témoigner Christ aux autres qui n'ont pas encore Christ. Raison pour laquelle cette journée est établie pour rappeler cela et pour encourager, mobiliser encore d'autres églises à se lancer dans cette activité d'évangélisation. Pour le président de l'ACGE, l'utilisation des pancartes pour l'évangélisation dans les rues sans mégaphone est une nouvelle méthode pertinente. On ne doit pas faire du bruit, on ne doit pas occuper l'espace public, on ne doit pas faire de nuisances sonores. Donc ça fait partie d'un module de la formation. Donc ce n'est pas un choix délibéré, mais c'est l'application de la formation, l'application de ce qui a été appris. C'est ça que nous sommes en train de faire. Ceux qui sont sortis avec pancarte aujourd'hui se sont positionnés à des endroits bien précis pour permettre que la circulation puisse aller normalement, que vous soyez à pied ou bien à vélo ou bien à voiture, vous pourrez circuler normalement. Eux aussi sont à l'aise dans leur travail. Créée en 2019, l'Association chrétienne pour la gestion des églises contribue à l'amélioration de la gestion administrative des églises. Elle offre aussi des formations gratuites aux candidats appelés à la mission d'évangélisation. L'intégralité de la conférence de presse animée en marge du Conseil des ministres est à suivre dans le journal de 22h30. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama à 22h30 et à Taharatem pour l'édition de nuit. Très belle soirée à vous et à très prochainement.